Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Stéphane, tu es là? Je suis là. Je vois qu'un certain nombre de personnes commencent à se manifester sur le chat. Il y a William, Monsieur Verdier, il y a Louis, effectivement. On peut attendre encore quelques secondes et puis Emmanuel va pouvoir prendre la parole et lancer le webinaire. Ok. Alors, il faudra que tu m'aides, Stéphane, à passer les slides parce que je n'ai pas la main dessus. Bien, écoute, Attends, excusez-moi, j'ai reçu un colis au bureau. Très bien. Bonjour à tous. Vous êtes certains à vous être connectés. Nous sommes rassemblés ce matin pour évoquer avec vous le recrutement de franchisés et la recherche de locaux. Bonjour Monsieur Pouet qui se joint à nous. Comment développer son réseau? Bienvenue à tous. Je suis Manuela, là. peut-être que vous pouvez commencer à vous présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Manuela Delaunay. Je suis actuellement responsable commerciale chez Toute la Franchise. J'ai intégré Toute la Franchise en 2012. Ça fait 7 ans maintenant que je suis chez Toute la Franchise. Toute la Franchise, c'est environ 630 enseignes qui sont clientes. C'est 600 000 visites par mois, tous sites confondus, et on transmet environ 20 000 candidatures par mois. Auparavant, j'ai intégré le service développement du réseau Illico Travaux, et donc j'ai été chargée de développement de 2005 à 2012. Voilà pour moi. Emmanuel. Bravo, je suis très impressionné. Donc moi, je suis Emmanuel Jury. Auparavant, j'ai eu un parcours de salarié donc chez Atoll, comme c'était inscrit ici. On avait signé 700 magasins en 10 ans à peu près. J'ai créé Progressium avec un autre associé il y a 10 ans. C'est une agence de développement de réseau de franchise. Je suis expert à la Fédération française de la franchise depuis 2012, puis en évaluation immobilière, puisque je participe à de nombreuses signatures de baux depuis 2017 et je suis directeur général en charge du retail chez Progressium. Voilà pour ma présentation. Oui, donc bonjour à tous. Un petit mot, Stéphane Ingold. Je suis avocat depuis quelques années, 2002. Je suis associé au sein du cabinet de Ouage depuis 2017. Et j'ai également une casquette de médiateur, certifié en négociation de données. J'ai une activité scientifique importante puisque j'interviens régulièrement pour les éditions législatives. Je participe à l'élaboration d'un ouvrage en matière de fonds de commerce et de façon hebdomadaire, je rédige des articles pour les éditions législatives en matière de bons commerciaux, et notamment pour leur dictionnaire permanent. Voilà, notre équipe est réputée sur les décideurs, stratégie, finance et droit. Voilà. Voilà pour les présentations. J'avais coupé mon micro sur les conseils de William et effectivement, moi aussi j'ai du retour. Hein. Donc, si effectivement on peut couper les micros. Voilà, je coupe le mien, Manuela. Est-ce que vous pouvez couper le vôtre? C'est Emmanuel qui va parler. J'ai un retour aussi. Alors, moi je vous ai mis un petit préambule. L'idée, c'est qu'on puisse répondre aux questions qui se posent, toujours dans le cadre de devenir franchiseur évidemment, sur la posture à tenir sur le recrutement franchisé et recrutement franchisé lié au recrutement d'un local commercial et donc à l'immobilier commercial. Bien sûr, il faudra que vous preniez en compte qu'on n'a pas de recette miracle évidemment, si ce n'est de maintenir un fil rouge avec les candidats, si ce n'est d'avoir du bon sens et si ce n'est de faire des écrits. Là, on vous a posé un petit peu le cadre de l'intervention. Il y a toujours du retour ou pas là? Oui, il y a toujours du retour. Alors, normalement, vous pouvez couper vos micros. Chaque participant peut couper son micro.
Ok, si on peut passer à la slide d'après, effectivement. Alors, peut-être Manuela, c'est toi pour le coup qui doit présenter celle-ci. Voilà, tout à fait. Donc moi, je vais aborder la partie recrutement de franchisés. Alors la partie recrutement de franchisés, c'est, comme vous le savez, une étape primordiale pour développer un réseau solide et qui soit pérenne. Si on reprend un peu de pédagogie sur le recrutement de franchisés, tout d'abord, c'est une discipline qui s'apprend. Il faut savoir que le recrutement, c'est un métier à part entière. Ça implique de s'y consacrer à 100% et surtout, ça implique d'avoir une méthode et une organisation tout simplement pour optimiser le coût et l'efficacité du recrutement. Donc, pouvoir s'appuyer sur un développeur, sur un responsable de développement, c'est primordial. Et si vous n'avez pas de développeur en interne, bien entendu, vous pouvez faire appel à un cabinet de recrutement comme le cabinet Progressium et contacter Emmanuel Jury qui saura vous accompagner sur ce point. Je pense que Emmanuel, tu as l'habitude sur toute cette partie et tu connais l'importance d'avoir une personne qui puisse s'impliquer à 100% du temps. C'est également une relation de confiance entre personnes. Il faut savoir que le facteur humain est très important. Le feeling et les valeurs qui sont partagées avec le franchiseur comptent beaucoup dans le choix d'une enseigne, dans le choix final du candidat. Et du point de vue du franchiseur également, les qualités humaines du futur franchisé, sa bienveillance, son intégrité, également sa motivation, sont également des critères qui sont déterminants. Il y a vraiment une relation gagnant-gagnant dans le recrutement de futurs franchisés. Ensuite, il faut savoir que les premiers franchisés, ça va vraiment être les artisans du succès de votre enseigne. Les premiers franchisés, ce sont les ambassadeurs de votre réseau, c'est ceux qui vont représenter votre marque. C'est aussi ceux qui vont essuyer les plâtres et qui vont permettre ensuite d'améliorer le concept tout en développant la notoriété, la notoriété de l'enseigne. Donc, ce sont vraiment vos ambassadeurs. Et c'est pour cette raison que le recrutement et le choix du profil du futur franchisé est vraiment primordial. Il faut savoir qu'un échec dans le recrutement peut coûter cher. Ça implique des coûts, rupture de contrat, assistance juridique, il y a la reprise éventuelle des stocks. C'est un nouveau recrutement et puis ça nuit également beaucoup à votre image. Un échec, forcément, ça va vous faire de la mauvaise publicité, ça se sait. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que l'historique des entrées et des sorties est obligatoire en fait dans le DIP. Donc pour toutes ces raisons, le recrutement, la qualité du recrutement est vraiment primordiale. Quelque chose de mémotechnique, hein, si vous permettez. En fait, nous chez Progressium, on a coutume de dire que quand vous avez mal recruté un franchisé, parce que la responsabilité, elle est souvent de votre côté, c'est vous qui les recrutez, en fait, il faut en recruter deux autres. Si vous en avez un qui sort, il faut en recruter deux autres. Il faut en recruter un pour remplacer celui qui est sorti, et il faut en recruter un autre pour faire évoluer le business de votre société. Donc, en fait, c'est double peine, plus ce que vient de dire Manuela, donc les coûts éventuels, juridiques, etc. Après, on peut faire des sorties amiables, mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement dangereux de signer avec quelqu'un dont on n'est pas sûr. C'est ça. S'il y a un doute, il faut tout de suite passer à un autre candidat. Il faut vraiment être sûr de son recrutement. Du coup, il y a des étapes, bien entendu, à respecter dans le recrutement. Et c'est pour ça qu'on va voir maintenant comment faire, en tout cas sur les étapes principales. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, on ne va pas tout dire aujourd'hui. On n'a pas forcément toutes les réponses. Il y a par contre des étapes à respecter. Et la première étape va être d'établir un profil type du franchisé idéal.
quel est le franchisé idéal que vous souhaitez intégrer dans votre réseau. Donc, il va falloir déterminer des critères de sélection qui vont bien entendu être le critère d'apport, l'expérience également du candidat. Vous allez donc rechercher des savoir-faire, mais avant tout, vous allez aussi rechercher un savoir-être en fait, et pas forcément que des savoir-faire. Parce que le savoir-faire, c'est vous qui allez l'apporter au travers de la formation. Mais le savoir-être, il est primordial. Donc, tous ces points, il va falloir les lister pour avoir ce profil type, en fait, bien écrit et l'avoir bien en tête lors du recrutement. Mais il faut aussi pouvoir s'ouvrir à un profil plus large. Il faut aussi pouvoir accepter de diversifier l'origine des parcours parce qu'en fait, la richesse humaine du réseau, c'est aussi la meilleure source d'amélioration du concept. Donc, il faut aussi pouvoir accepter peut-être des expériences différentes et ne pas se fermer non plus à un profil type. Sinon, vous allez uniformiser votre réseau et pas vous ouvrir à d'autres expériences humaines. Donc, il va falloir définir un process précis, également par typologie de candidats. Il y a des profils qui vont être de jeunes candidats sans expérience particulière, qui vont s'intéresser au réseau et qui pourront être des candidats intéressants. Ces candidats, il va falloir les suivre peut-être de plus près. Ils ont besoin d'être rassurés. Vous pouvez avoir aussi des profils types d'entrepreneurs qui ont déjà une expérience de création d'entreprise et eux, ils vont s'attendre à plus de données chiffrées, plus de retours concrets. Donc, à chaque typologie de candidat, il y aura un process différent. Et là, peut-être, Emmanuel, tu peux peut-être détailler sur cette partie, sur les process que vous avez mis en place de votre côté au sein du cabinet Progressium. Avec plaisir, Manuela. En fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure. En fait, nous ne sommes pas les parents des candidats, donc à ce titre, nous n'allons pas refaire leur éducation. Donc, soit l'éducation qu'ils ont eue, dont ils ont bénéficié, elle correspond aux valeurs qu'on a chez le franchiseur, soit on les a pas. Et là, il faut stopper très vite. Effectivement, je partage complètement. Le savoir-faire, c'est vous qui allez leur apprendre. Le savoir-être, vous ne pourrez pas leur apprendre, vous ne pourrez pas les changer, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, il y a plusieurs. Ensuite, bon, une fois qu'on a bien défini ça, c'est le tronc commun pour tout le monde, peu importe leur profil. Après, en fonction des candidats, on les a classifiés. Par contre, il faudrait couper un micro là, parce que je m'entends, je ne sais pas qui n'a pas coupé ça. Photo et coupez votre micro. Donc, en fait, par rapport au profil de candidat, donc on a, nous, défini les primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui étaient salariés et qui vont vers l'entrepreneuriat. On peut avoir des multi-franchisés ou master franchisés, donc qui ont plusieurs enseignes ou plusieurs magasins de la même enseigne ou carrément un territoire complet. On peut avoir aussi des capitaines d'industrie, patrons de Leclerc et autres. Et aussi ce qu'on appelle les franchisés institutionnels, c'est-à-dire, ça peut être par exemple le pétrolier Total qui est franchisé la Concentrique. Voilà, donc c'est vrai qu'en fonction de tous ces profils, on ne va pas avoir le même comportement, on ne va pas avoir le même process. Sans doute que quand on aura fait un ordre du jour sur un primo-excellent, il faudra le muscler un peu si on a un multi ou un plurifranchisé. Bref, on va essayer de s'adapter au profil qu'on a en face de nous et sur l'exigence qu'ils vont mettre en face. Ok, merci Emmanuel. En fonction ensuite du candidat que vous aurez, du profil du candidat que vous aurez déterminé, il faudra également adapter votre communication et choisir les supports de communication sur lesquels vous allez communiquer. Et ça passe dans un premier temps par votre propre site internet, ou en tout cas, il est vraiment utile d'avoir soit une page dédiée au recrutement de franchisés sur votre propre site internet, soit avoir un site internet recrutement.
tout simplement pour avoir les informations à jour, que le candidat puisse trouver toutes les données chiffrées, actualisées et toutes les informations sur comment procéder pour rejoindre votre réseau. Les annonces également sur les plateformes telles que Toute la franchise vont permettre aussi d'élargir le spectre de candidats, de toucher des candidats qui ne vous connaissent pas et pouvoir donc avoir un volume de candidatures et dans ce volume pouvoir trouver le profil type de candidat que vous recherchez. Et ensuite, bien entendu, il faudra traiter en priorité les candidatures uniques, c'est-à-dire les candidats qui seront venus directement sur votre site internet ou qui seront placés par une plateforme, mais qui auront sollicité, en tout cas au moment de votre demande, uniquement votre réseau de franchise. Donc ça, c'est important. Après, si vous avez des zones prioritaires, si vous avez déjà des locaux à disposition, bien entendu, vous allez pouvoir aussi cibler votre communication en fonction de votre recherche. Ça peut passer soit par le biais d'un emailing, ça peut passer également par une communication sur les réseaux sociaux qui permet d'avoir vraiment un ciblage précis, soit par code postaux ou par région. Et il faut toujours mettre en avant cette priorité de développement également par le biais de communiquer ou d'un encart. Par exemple, sur Toute la franchise, on fait des encarts pour mettre en avant les priorités de développement. Toujours pour aller chercher le candidat qui correspond au profil que vous recherchez et à l'emplacement que vous proposez. Ensuite, lorsque vous aurez des candidats qui vont solliciter votre enseigne, qui vont vouloir avoir davantage de renseignements, il faut absolument faire preuve de réactivité. La réactivité, elle est essentielle dans le recrutement. Il faut absolument recontacter le candidat. Alors nous, on conseille dans les 24-48 heures, une fois que vous avez reçu une demande d'information. Et puis, il faut aussi le relancer. Il ne faut pas rester sur un appel, c'est bon, j'ai passé mon appel et je passe à autre chose. Nous, on conseille de le relancer en moyenne 5 fois, tout simplement parce qu'un candidat peut très bien être sur son poste de travail, ne pas être disponible. Donc, ne pas hésiter non plus à varier les horaires. Et si vous respectez un rappel rapide de plusieurs relances, il faut savoir que ça permet d'augmenter le taux de concrétisation en moyenne de 50%. Le candidat doit sentir que son profil en fait vous intéresse. Alors après, Emmanuel, je ne sais pas si dans tes contacts, toi, tu le sens lorsque tu relances les candidats ou lorsque ton équipe relance les candidats, mais à mon avis, le rappel rapide est essentiel pour capter vraiment l'attention du candidat. Alors oui, effectivement. Alors nous, on est organisé d'une manière pratiquement ISO, hein, puisqu'on a 2 back-office qui font la qualification des candidats très très vite. Alors nous, c'est même pas 24 heures, hein, c'est dans la journée, voire même dans l'heure si on peut. On a une force de vente qui gère les primo-accédants et une force de vente qui va gérer les multipluris dont je fais partie, puisqu'on a des discours et des façons de discuter avec eux qui sont différentes. Donc, en fonction des profils qu'on a, on met les interlocuteurs en face. Par exemple, les patrons de Leclerc qui veulent se franchiser dans leur galerie, c'est plutôt les développeurs seniors chez nous qui sont très habitués à ça, qui traitent avec eux. Ce ne sont pas les back-office. Par contre, quelqu'un qui cherche un concept et qui veut quitter le salariat, en général, il est déjà traité, il est qualifié par notre back-office. Et ensuite, le back-office nous fait un compte-rendu et on voit si on est bien dans les valeurs et de ce que l'enseigne elle veut. Là, je rappelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on a 40 enseignes en développement, une quinzaine en retail, une dizaine en food et une dizaine en service. Donc, on a à peu près tous les panels qui existent. Mais le tronc commun, les valeurs et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie et quels sont leurs enjeux. Et ensuite, on les dispatche vers les enseignes et vers le consultant qui va bien. Après, faire preuve de réactivité, c'est super important. Le problème, c'est que les jeunes franchiseurs, souvent, ils font tout, hein, mais il faut le savoir. Il faut essayer de se garder 1 heure par jour au moins et maintenir le fil rouge permanent. C'est un petit peu comme avec ses amis. Hein. De temps en temps, on les appelle pour faire le point. On se raconte des choses, on les invite à dîner. Et là, il faut faire la même chose.
il faut discuter avec eux, refaire le point et surtout prendre du recul. Je pense que c'est pas grave s'ils signent pas, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, mais en tout cas, les accompagner jusqu'à la signature sans avoir la signature en ligne de mire, en fait. Voilà, c'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué. C'est ça, il faut valider en fait toutes les étapes. Un candidat que vous avez pu avoir en ligne, un candidat que vous avez pu rencontrer, lui faire un mail de remerciement par la suite, répondre à toutes ces questions rapidement et en toute, je dirais, en toute transparence, pardon, c'est essentiel. Le candidat a besoin d'avoir ce relationnel avec le franchiseur. Et c'est ce relationnel-là qui aura ce relationnel, ce feeling qui va être instauré entre les deux, qui fera toute la différence dans le choix des enseignes. Au travers de plusieurs sondages ou d'enquêtes qui ont été faites, le feeling rentre vraiment en ligne de compte et c'est ce qui permet vraiment de valider le choix final du candidat à la franchise. Donc, c'est important de pouvoir valider toutes ces étapes et de suivre le candidat, de pas le laisser un petit peu à l'aventure et avec ses questions un petit peu tout seul. Donc, voilà. Moi, je pense très sincèrement que la relation d'un franchiseur versus son futur franchisé est une relation commerciale et donc de vente. À ce titre, il y a aussi des étapes. Dans les étapes, il y a ce qu'on appelle la découverte. La découverte, c'est 50% de la vente, la moitié. Je pense que moins on parle, plus on met en confiance le franchisé, si je dois faire un schéma. Moi, j'ai des clients qui parlent tout le temps. Je pense que ça ne rassure pas du tout les franchisés et il faut vraiment se faire violence là-dessus. Il faut écouter quels sont leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, d'où ils viennent, quel est leur passé de ça. Il faut vraiment les connaître par cœur, faire bien cette découverte et ensuite, simplement, après, on parle de l'enseigne, à mon avis. Alors là, je pense que c'est encore à moi là sur le local. C'est ça. Alors, sur le local commercial, j'ai vu qu'il y avait monsieur Délice Lamarck là qui te fait un coucou d'ailleurs. Je crois que sur Délice Lamarck, on a besoin de locaux commerciaux. En fait, le préalable à tout, c'est de dire les enseignes et les franchisés ont intérêt à trouver ensemble des solutions pour trouver des bons emplacements. Moi, je pense que ça fait 21 ans que je fais ce métier. J'ai signé pas mal de franchisés, comme je vous l'ai dit. En réalité, les enseignes qui aident leurs franchisés à trouver les locaux se développent plus vite. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, c'est très clair. Aujourd'hui, en plus, on a eu le Covid, malheureusement et heureusement, ça a créé aussi des opportunités. Et on voit très bien, nous, les bailleurs, parce qu'on est en relation avec eux toute l'année, qui reviennent vers nous pour nos 40 enseignes et qui nous disent bah tiens, j'aimerais bien louer mes emplacements. Donc, ils sont plus à l'écoute des opportunités en franchise. Avant, ils préféraient signer avec des succursalistes parce que les succursalistes signaient un petit peu plus cher en loyer, parce que le process de décision était peut-être un petit peu moins rapide, il n'y avait pas d'emprunt à trouver, etc. etc. Donc, aujourd'hui, ils sont vraiment à l'écoute de la franchise. J'en veux pour preuve une des une des grosses foncières françaises qui est Carrefour, qui s'appelle Carmila, a créé un pôle franchise et développement. Donc, ils sont à l'écoute des opportunités qu'offre la franchise, vraiment, mais vraiment, ils sont vraiment open. Je pense aussi que les enseignes qui n'aident pas leurs futurs franchisés à trouver leur placement, et non seulement je ne l'ai pas écrit ici, mais elles ont moins de chances de se développer, mais je pense que c'est aussi un manque de responsabilité. Je pense que la responsabilité doit être collective. Pour moi, je dis toujours que c'est une triple validation en fait. L'emplacement commercial, c'est le franchisé tout d'abord, bien entendu, c'est l'enseigne et c'est nous quand nous intervenons, c'est-à-dire le développeur. Donc pour moi, si on a la triple validation, je ne vois pas comment on pourrait faire des erreurs énormes. Alors après, il y a des outils évidemment, des outils d'évaluation, etc. Sur le recrutement de franchisés et donc le recrutement aussi du local commercial qui pour moi est aussi un recrutement, si vous laissez vos franchisés travailler tout seuls pour trouver les locaux, vous allez les perdre. Vous allez les perdre parce que c'est très difficile. C'est complexe à appréhender. Il faut avoir le bon réseau.
et il y a toujours quelque chose qui ne va pas, soit la surface de la vitrine elle ne va pas, la surface totale elle ne va pas, le bail il ne va pas, que dis-je encore, l'emplacement ne va pas, etc. Et vous risquez de burn-outer vos franchisés. Beaucoup de franchisés en restauration, par exemple, abandonnent. Ils abandonnent parce que, alors notamment quand il y a un extracteur d'air, hein, ils abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Et puis au bout d'un moment, ils se disent c'est tellement difficile, bon, je vais arrêter et puis c'est tout. Et on les a perdus non seulement pour l'enseigne, mais on les a perdus pour la franchise en général. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Et puis n'oubliez pas un autre élément, c'est que les bons emplacements, ce qu'on appelle nous dans notre jargon les emplacements 1 ou premium, eux, ils partent vite. Et pour l'instant, les prix n'ont pas baissé. Donc il faut faire preuve, tout comme le recrutement de franchisés, d'une célérité à toute épreuve. Je crois que j'en parle après d'ailleurs sur la slide d'après, il me semble, sur la célérité. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le local commercial fait partie intégrante du processus de recrutement du franchisé, évidemment. Alors, là, ici, pareil, il faut procéduriser un petit peu les opérations. S'il en nécessite un et que votre franchisé n'en a pas, il faut l'aider, faire des process de travail pour qu'il puisse aller trouver par lui-même sur les sites internet ou autres. En tout cas, c'est ce que nous faisons chez Progressium, des agents immobiliers locaux, etc. Mais il faut travailler en parallèle à un autre réseau. Hein. Souvent, alors nous, on connaît beaucoup d'autres enseignes, évidemment, les réseaux de développeurs, le Proco, etc. Enfin, je ne vais pas tous les citer, les bailleurs connus. Moi, je me déplace quand j'ai 3 ou 6 locaux, en fait, sur une ville, parce que si je me déplace juste pour un emplacement et si c'est pour lui dire non, bah, on va dire que, j'ai perdu mon temps, et deuxièmement, je pense que le franchisé, il pourrait être en droit de mal le prendre, parce que je propose rien en face. Donc, en fait, l'idée, c'est d'y aller, qu'il ait 2 ou 3 locaux lui à proposer, moi 2 ou 3. Si ces emplacements sont pas bons, c'est de lui expliquer pourquoi ils sont plus bons, avec de la pédagogie, évidemment, et de lui montrer pourquoi moi j'ai choisi celui-là et pas celui-là, et de manière à ce qu'ils comprennent sur le terrain comment ça se passe. Voilà, et je ne me déplace pas non plus si j'ai pas ni les plans, ni le bail, ni les photos, parce que si j'ai pas tous les éléments avant, les déplacements ça coûte cher, c'est chronophage, et il faut les optimiser. Donc quand j'ai 3 ou 6 locaux et que j'ai tous les plans de tout le monde, je peux me permettre de décider assez vite sur place, et c'est très important. Et en plus, le gros avantage, c'est que le franchisé a vraiment l'impression qu'il n'en est pas une, hein, par ailleurs, qu'on s'est bien occupé de lui parce que on est professionnel, on a tous les éléments et on peut tout lui expliquer sur place. Et là, il va comprendre assez vite que effectivement, c'est plus complexe peut-être que ce qu'il y paraissait et qu'il a tous les éléments en main pour se décider. Voilà. Alors, après, il y a d'autres profils. Il y a déjà des gens qui en ont trouvé un ou qui les exploitent, parce qu'on fait aussi des changements d'enseigne. Des gens qui quittent certaines enseignes pour aller dans d'autres. Donc, ce que je vous ai dit sur la slide précédente, en général, moi, quand les gens se demandent, par exemple, je souhaite changer d'enseigne, il est traité dans l'heure et on demande tout de suite bail, photo, etc., voir l'emplacement, le qualifier pour voir effectivement quelle enseigne on peut mettre. Et là, il faut aller très très vite parce qu'en général, ils ont contacté plusieurs enseignes. Si, ce que je vous disais tout à l'heure, l'emplacement qu'ils vous proposent est pas top et que vous savez très bien, alors moi j'ai la chance de connaître bien la géographie française, mais si vous voyez que l'emplacement n'est pas spécialement ce que vous aviez rêvé, il faut lui proposer d'en trouver d'autres et bouger aussi de votre côté pour en trouver d'autres ou à tout le moins lui indiquer les endroits où vous voulez être de manière à le faire évoluer, avancer de manière positive et pas qu'il se décourage. S'il ne convient pas du tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière pédagogique, il faut surtout argumenter. Moi, j'ai vu des enseignes nous dire « Ah non, ça c'est nul ». Bon, ça, c'est pas une réponse. On ne peut pas faire une réponse comme ça à un franchisé sous peine de le perdre. Il faut expliquer pourquoi il n'est pas bon, pourquoi ce n'est pas le souhait qu'on a, mais proposer autre chose de manière à faire avancer le débat.
Et donc, si l'emplacement est parfait, ben là, il n'y a pas de débat. Vous voyez, là, j'ai eu hier soir quelqu'un dans le prêt-à-porter qui veut changer d'enseigne. Je l'ai eu hier soir. Je vais demain matin dans le Jura. J'ai décalé mes rendez-vous parce que là, je peux pas attendre. Le besoin et le désir, c'est que je vienne valider rapidement. Donc, j'y vais demain matin à 9 h. Voilà, je n'ai pas le choix. Moi, j'habite Lyon, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai à peu près, pour exemple, Jura, j'ai 2 heures, 2 heures et demie de route. Donc, j'ai rendez-vous à 9 h demain matin. Je le fais très, très vite, sous peine de perdre le futur franchisé. Qui dit juridiquement, ne risque-t-on pas, en cas d'échec du franchisé, une action? En effet, le franchisé peut-il être mis en avant un mauvais choix de local? Alors, la franchise n'est pas sans risque, déjà, pour commencer. Alors, oui, enfin, il y a toujours un risque, je suis d'accord. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même se mouiller un petit peu. Il va falloir aider son franchisé à trouver. Maintenant, il est très clair, Monsieur Verdier, que si l'emplacement n'est pas top et que vous avez un doute dessus et que vous le validez, c'est clair que déontologiquement, c'est plutôt moyen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une triple validation. Donc, le franchisé, l'enseigne et le développeur. Ensuite, vous avez moyen aussi de faire des études de marché. Les études de marché, elles donnent une prospective de chiffre d'affaires à 3 ans. Le partenaire qui est écrit là juste en dessous, Territoire Marketing, c'est ce qu'il fait. Grosso modo, ça va coûter entre 2005 et 3000 euros. Nous, on invite assez fortement certains franchisés à le faire quand on voit que les enjeux en termes d'investissement, alors je ne connais pas votre secteur d'activité, mais par exemple, en restauration, quand on a 1 million d'euros d'investissement, je pense qu'il est peut-être mieux de dépenser 3 000 euros pour avoir le chiffre d'affaires sous 3 ans. Et en plus, il a une deuxième vertu, il nous permet d'assister à la négociation du loyer, puisqu'on sait un chiffre d'affaires à 3 ans, ce qui nous permet de définir le loyer année 1, année 2, année 3. Et de toute façon, j'ai dit en préambule qu'il fallait faire des écrits. C'est pas à vous d'écrire à votre franchisé que vous validez l'emplacement, c'est plutôt à lui de vous écrire que c'est celui-là qui veut faire. Donc c'est peut-être une petite notion un peu différente, mais il faut que votre franchisé, à un moment donné, à toutes les étapes, écrive, et Stéphane, qui est avocat, vous le redira, que c'est il veut y aller et dans quelles conditions il veut y aller. Donc, le risque juridique, pour moi, il est. En tout cas, moi, j'en ai pas eu. J'ai dû en avoir une fois dans ma vie. J'en ai pas eu parce que quand ça se fait en bonne intelligence et que chacun s'écrit comme il faut ce qu'on attend de l'autre, bah, ça se passe plutôt bien. Et puis ensuite, il y a des outils, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous, on a des outils de validation de l'emplacement qui sont signés par le franchisé. Il y a une fiche de négociation de la façon dont on va négocier tous les items, hein, qu'ils soient commerciaux, loyers, etc., les clauses de non-concurrence, d'ailleurs que j'ai fait valider par le cabinet Gouache. Il y a un ensemble d'outils aussi pour ça, et puis l'étude de marché en dernier ressort. Je disais juste, j'espère avoir été clair, et je vois que vous avez répondu. Oui, merci Emmanuel, merci Manuela. Donc je vais prendre un peu la parole, je vais poursuivre un peu notre réflexion et notre présentation pour vous dire quel peut être le rôle d'un conseil dans le cadre de l'accompagnement de votre candidat franchisé. Eh bien, sachez que notre cabinet, Gouache Avocat, a mis en place des outils pour vous aider, pour aider vos franchisés à déterminer l'emplacement et à déterminer la bonne valeur locative. La valeur locative, c'est une notion un peu compliquée, mais qui permet de fixer le loyer au bon montant. Voilà. Et au cabinet, on a mis en place un petit outil qui s'appelle le testeur de loyer et qui vous permet d'obtenir rapidement une valeur marché et une valeur code de commerce. Ça permettrait à votre franchisé de vérifier quel est le bon montant du loyer. Alors, c'est intéressant lorsqu'on prend un bail, mais c'est aussi intéressant lors de la vie du bail, car le bail est d'une durée importante et tout au long de la vie du bail, un franchisé peut vérifier si son loyer correspond à la valeur locative. Et si la valeur locative
baisse, le franchisé pourra bénéficier de fenêtres de tir au cours de la vie du bail pour faire fixer à la baisse son loyer. Et la pandémie que nous avons vécue et que nous vivons encore va offrir dans les semaines qui viennent des fenêtres de tir importantes pour les preneurs. Ça va leur permettre d'aller rechercher des loyers à la baisse. Quelques explications complémentaires sur les enjeux de la rédaction d'un bail commercial. Une fois que votre candidat franchisé a trouvé son emplacement, encore faut-il que le bail, le document juridique qui va le lier pendant une longue période à son bailleur, soit équilibré et protège ses intérêts. Alors, les enjeux de la rédaction d'un bail commercial sont les suivants. Tout d'abord, il va falloir veiller à la définition de l'activité. C'est ce qu'on appelle la destination du bail. Est-ce que votre activité pourra être exercée? Est-ce que le bailleur vous autorise à exercer l'activité telle qu'elle est proposée par l'enseigne? C'est évidemment un point important à valider puisque vous investissez, le candidat franchisé investit et pourrait un jour céder son fonds de commerce. Et donc, c'est important de pouvoir vérifier quelle sera sa marge de manœuvre dans quelques années, une fois que son business aura bien fonctionné, s'il souhaite céder son fonds de commerce. Deuxième point qu'il conviendra de vérifier dans le bail, c'est est-ce que les locaux sont aux normes avec la réglementation applicable? Et les normes sont très importantes, elles peuvent être lourdes, et donc ces points-là devront être vérifiés. Est-ce que le local est aux normes en fonction des règles de sécurité, d'accessibilité? Est-ce que les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que les locaux sont aux normes en matière d'hygiène? Emmanuel en a parlé un petit peu plus tôt dans sa présentation, notamment en matière de restauration. Donc, il y a un certain nombre de points qui doivent être checkés. C'est l'état de conformité des locaux avec les réglementations. Troisième point, c'est les marges d'erreur sur le mesurage. Un franchisé qui prend possession des locaux pourra obtenir une réduction de son loyer si le bailleur lui a proposé un local dont les surfaces n'ont pas été vérifiées et si un écart est constaté ultérieurement. Je peux juste intervenir en 2 minutes. Bien sûr. En fait, un local commercial, c'est comme un appartement. Sauf qu'un appartement, ça s'appelle la loi carrée. C'est-à-dire qu'au-dessus d'1,80 m, en réalité, vous n'avez plus de surface utile. Un local, c'est exactement la même chose. On a une méthode de travail pour ce faire, qui est la MGP, la méthode générale de pondération, où, par exemple, pour vous donner juste 2-3 items, ça ne sert à rien de tout développer aujourd'hui, mais ça n'a pas de sens. Mais en fait, par exemple, un local en angle, dans le bon angle, peut valoir entre 10 et 30% de plus qu'un local qui n'a pas d'angle, par exemple. Pareil, les surfaces de vente rez-de-chaussée valent de 0 à 5 mètres en profondeur 100% de la valeur locative. Par contre, effectivement, un étage qui accueille du public vaut la moitié, vaut 50%. Un étage qui n'accueille pas du public vaut 25%. Donc, quand on vous vend un local de 200 mètres carrés, qu'en réalité, vous avez 100 en bas, 100 en haut, mais vous ne pouvez pas avoir du public en haut, en réalité, il fait 100 en bas et 25 en haut. En réalité, il ne fait que 125 mètres carrés, pondéré, ce qu'on appelle, et donc le loyer doit être indexé à cette pondération. Voilà. Oui, je poursuis. Donc, outre la question de la surface, le preneur franchisé devra être très attentif à la répartition des travaux et des charges. La loi Pinel, en 2014, est venue organiser la répartition des charges, mais vous le savez probablement, les charges peuvent être très lourdes pour un utilisateur de surface commerciale. Donc, il convient d'être particulièrement attentif sur la façon dont le bailleur va organiser les charges. De la même façon, tous les travaux ne peuvent pas être mis à la charge du preneur. Les grosses réparations sont systématiquement, par l'effet de la loi, à la charge du bailleur. Cependant, le bail, c'est un outil, c'est un contrat qui reste assez conventionnel. Et donc, le bailleur pourrait être tenté de refacturer un certain nombre de charges au preneur franchisé. Et donc, il est important d'être extrêmement vigilant sur certains emplacements prime.
ou dans certains emplacements en centres commerciaux, les charges peuvent être équivalentes à un loyer, voire supérieures au loyer. Donc évidemment, il faut être extrêmement attentif sur le montant des charges et sur la nature des charges qui sont refacturées par le bailleur. Il est important également dans un bail de regarder un petit peu si le preneur franchisé aura la possibilité de sortir du bail. Dans une négo, Emmanuel connaît bien ces sujets, la question de la résiliation triennale ou la possibilité de sortir à certaines périodes, c'est le fameux 3-6-9, est essentielle. Et la plupart des bailleurs institutionnels imposent à leurs locataires des durées fermes, une durée de 6 ans. Aujourd'hui, en période de Covid, eh bien, les preneurs organisés et qui avaient négocié des portes de sortie sont heureux aujourd'hui dans leur discussion de pouvoir dire à leur bailleur attendez, si vous ne faites pas un effort sur le loyer, moi je vais partir. Voilà, donc ça c'est des choses qui s'anticipent et qui s'anticipent au moment de la négociation du bail et qui sont très importantes. La durée aussi est importante. Emmanuel a évoqué la valeur locative d'un emplacement un petit peu plus tôt. Eh bien, sachez que la durée du bail va avoir un effet sur la valeur locative, notamment au moment du renouvellement. Alors, le renouvellement, c'est dans 9 ans. Ça peut paraître très loin pour un candidat franchisé, mais c'est important pour lui bien, d'anticiper cette période. Pourquoi? Parce que la valeur locative, lors du renouvellement, va avoir un effet sur le prix de son fonds de commerce si celui-ci souhaite le louer au cours de son exploitation ou le céder au cours de son exploitation. Sachez aussi que dans un bail, il faut être attentif aux modalités d'augmentation du loyer. Certains bailleurs institutionnels exigent et demandent aux locataires, aux cédants de ce fonds de commerce, de passer à la caisse et de payer une somme importante à leur bailleur dans l'éventualité ou dans le cas d'une cession de fonds de commerce. Donc voilà, tout ça, ce sont des points donnés à titre d'exemple, mais sur lesquels le franchisé devra être très attentif, et ceci pour valoriser son emplacement. Et vous l'avez compris, parce que tous les enjeux dont je viens de vous parler ont des conséquences et des impacts financiers importants. Quelques notions également en matière d'acquisition de fonds de commerce ou de droit au bail. Et Emmanuel peut peut-être nous en dire un mot. C'est que dans le cadre de la recherche d'un emplacement, un franchisé pourrait être amené à reprendre un emplacement occupé. Certes, la conjoncture devrait permettre d'offrir un certain nombre d'emplacements. Un certain nombre d'emplacements pourraient être libérés dans les semaines et les mois qui viennent. Cependant, le candidat franchisé pourrait être aussi intéressé pour reprendre un fonds de commerce existant. Tu peux peut-être nous en dire un mot, Emmanuel? Est-ce que vous privilégiez ce type de piste, cession de droit au bail, acquisition de droit au bail? Alors nous, on a à peu près tous les cas de figure, que ce soit le pas de porte, donc payé au bailleur, que ce soit le droit au bail, effectivement, payé à l'exploitant, ou que ce soit un fonds de commerce. Alors, en règle générale, souvent on fait un deal, il est quand même assez rare qu'on reprenne, parce que dans le fonds de commerce, il y a le personnel, il y a la clientèle, le personnel, la marque, etc. Il est quand même assez rare qu'on reprenne le personnel. Enfin, je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, en général aussi, même dans le cadre d'un fonds de commerce, de toute façon, on prend un tâche avec le bailleur et on essaie, alors surtout si on arrive, je ne sais pas si c'est un bail 9 ans, si on arrive à 7 ans, on essaye pour nos franchisés qu'on accompagne de reprendre un bail à zéro, ce qu'on appelle un bail neuf dans notre jargon, de manière à pouvoir ne pas avoir des surprises dans 2 ans ou dans 3 ans, etc. Donc on essaye de plus en plus. Et de toute façon, je suis désolé, mais la loi de 53, puisqu'on est régi par une loi de 1953, c'est quand même, qui a été, je suis d'accord avec toi, par la loi Pinel en 2014, fin 2014, début 2015, qui a été toilettée, mais néanmoins, qui reste une vieille loi. Zut, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Par rapport à ça, on essaie de, voilà, c'est ça que je veux dire. On essaie de faire des baux neufs pour qu'ils aient des baux dits Pinel, puisque un des avantages, je ne vais pas tout citer aujourd'hui, mais un des avantages, c'est que quand son bailleur
revend ses murs, eh bien, il a une espèce de droit de préférence pour son exploitant. Donc c'est très important pour un futur franchisé du groupe. Et ça, c'est des notions. Moi, je travaille beaucoup avec des multi-plurifranchisés. C'est des notions que je travaille avec eux en permanence. Après, ils sont libres de l'acheter ou pas de l'acheter, les murs, hein, peu importe. Mais voilà. La loi Pinel, effectivement, a mis en place un certain nombre de dispositifs dans l'intérêt des preneurs et utilisateurs. Et donc, c'est effectivement dans leur intérêt de bénéficier d'un bail toiletté dans le cadre de leur exploitation. Alors, si vous êtes amené à racheter un fonds de commerce ou si votre franchisé est amené à racheter un droit au bail, eh bien là encore, quelques points de vigilance doivent être portés sur l'opération. Évidemment, l'avocat va vérifier si votre bailleur est capable et dispose du pouvoir de vous céder le bail ou l'activité. Et puis, un certain nombre de points de sécurité devront être vérifiés. L'origine du bien vendu, est-ce qu'il est possible ou pas de renouveler le bail? Évidemment, si vous achetez un fonds de commerce, il faudra le renouveler et avoir la possibilité de le faire. Il faudra vérifier si les inscriptions sont inscrites sur le fonds de commerce. Il faudra contrôler les règles d'urbanisme applicables et surtout purger un certain nombre de droits de préemption. Le bailleur notamment, disposant d'un droit, il est essentiel dans ce type d'opération de faire appel au bailleur et de solliciter son accord, surtout lorsqu'on acquiert un droit au bail. Et donc ça, il faut le prévoir, il faut l'anticiper parce que ça va demander un délai. Il va falloir négocier, trouver un terrain d'entente avec le bailleur. Et Emmanuel vient de vous en parler. Il vous a rappelé que lui, dans ses deals et ses négociations, il demande la mise en place d'un nouveau bail. Et donc ça s'anticipe. Non seulement donc il faut obtenir l'autorisation du bailleur pour acquérir le droit au bail, mais encore il conviendra de négocier avec lui un nouveau bail et ça fera l'objet d'une condition suspensive dans votre promesse d'acquisition. Voici donc quelques observations juridiques. Peut-être maintenant, Emmanuel, tu peux reprendre la main pour un peu synthétiser tout ce que nous nous sommes dit. Oui, alors forcément, quand on synthétise, on fait ce qu'on appelle un renoncement. Donc, et chacun ayant sa propre version du côté synthétique. En tout cas, la mienne, c'est il faut aller vite, très vite, surtout quand c'est des bons emplacements et des bons candidats, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup. Il faut qu'on soit honnête. Et bien adapter son travail avec son franchisé. Là, j'ai mis un exemple. Moi, je développe la chaise longue, par exemple, et certains me disent, moi, je ne veux pas être en centre commercial, ce que je peux comprendre, pour X raisons, pour des raisons de durée. Déjà, les durées de beau. Ensuite, effectivement, on est en principe 10-11 heures ouverts par jour, 6 jours sur 7. Donc, je peux comprendre, effectivement, on n'a pas de souplesse, on est obligé d'être ouvert les 12 dimanches, tout ça est baillé, c'est assez dur, assez compliqué. Voilà, donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte les besoins des futurs franchisés. Je pense que l'accompagnement de l'enseigne, elle passe déjà par le local commercial. Moi, encore une fois, j'ai pu constater les enseignes qui ne trouvent pas de locaux, ou en tout cas qui n'aident pas leurs franchisés à trouver des locaux, vont quand même moins vite. Par contre, effectivement, il faut avoir un petit peu de notion de géographie, ou en tout cas avoir la faculté de l'apprendre très très vite, de venir assez vite dans les villes pour apprendre. C'est pas bien compliqué non plus, le bon sens. Bon, encore faut-il en avoir un, vous allez me dire, mais en général, c'est plutôt affaire de bon sens tout ça. Après, effectivement, le candidat il doit se faire accompagner juridiquement. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et ce n'est pas de la vente que je vous fais, mais moi, je demande systématiquement. Moi, je fais donc la négo commerciale du bail. J'adore ça en plus parce que je trouve que le juridique, quand il est au service du commercial, c'est top. Mais à chaque fois, je demande systématiquement à ce qu'un avocat spécialisé en baux soit mis dans la boucle parce que je n'ai pas la chance de connaître toutes les jurisprudences de la Terre. Et puis, ça a un lien avec ce que M. Verdier me disait tout à l'heure. Il y a un moment donné, l'avocat, c'est lui le sachant, c'est lui qui sait faire ça. Donc, c'est son boulot, donc il faut lui laisser faire. Voilà. J'ai terminé. S'il y a des questions et des réponses, des questions. Jean-Baptiste a répondu, notre outil, le testeur de loyer, tient compte des pondérations. Bravo Jean-Baptiste. Oui, je sais que tu travailles avec le sémillant et pétillant Colomer qui a toutes ces
toutes ces notions, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, M. Verdier nous dit parfait, merci à tous, donc il n'a pas de questions, visiblement. Bon, bah, écoute, on va pouvoir, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir conclure, hein, avec un petit peu d'avance sur le timing. Okay. Voilà, donc là, on vous a mis quand même nos coordonnées. Après, moi, c'est très facile de me joindre sur LinkedIn ou autre. Vous cliquez, je vous accepte et vous avez toutes mes coordonnées ou sur le site Progression. De toute façon, il y a tout. Voilà. Et je crois que Manuela, c'est pareil. Et Stéphane aussi. Tout à fait. Moi, je suis joignable sur mon LinkedIn de la même manière. Je réponds rapidement par téléphone, par mail. Pour la moindre question, vous n'hésitez pas. Et je suis normalement très réactive également. Ok. Eh bien, écoutons, Stéphane, c'est à toi le mot de la fin ou... Écoutez, ben voilà, et un grand merci pour votre présence. Une petite question. On a une question de Pierre Smith. Qu'en est-il de la clause suspensive d'obtention de financement? Comment la rédiger convenablement? Tu veux répondre, Stéphane? Oui, alors effectivement, alors cette clause suspensive qui est présente, alors qui peut être présente dans une opération d'acquisition d'un droit au bail ou d'un fonds de commerce, effectivement, ce type de clause est importante. Elle fait partie des conditions suspensives avec le droit de préemption du bailleur dont nous parlions un petit peu plus tôt dans la présentation. Alors, comment la rédiger convenablement? Alors, généralement, on met en place un délai. On tient compte des impératifs et des délais bancaires. Actuellement, la conjoncture fait que les délais doivent être raisonnables et importants. Les banques et les établissements bancaires sont liés par des directives européennes et donc, en fait, sont très longs dans l'étude des dossiers, malheureusement. Et donc, le rédacteur d'acte se doit de tenir compte de ces délais. Il est évident que l'acquéreur franchisé, votre franchisé, devra bénéficier d'un délai raisonnable pour lui permettre d'acquérir. Et ça, aujourd'hui, je pense que les cessionnaires en sont conscients et sont prêts à accepter des délais raisonnables. Alors, c'est quoi un délai raisonnable? À mon sens, aujourd'hui, c'est 90 jours. Pas ce que tu en penses, Emmanuel, mais les banques deviennent très, très longues dans les instructions de dossier. Et donc, une bonne clause, c'est une clause qui tient compte d'un délai raisonnable et qui tient compte donc, des délais d'instruction des banques. Oui, alors 90 jours, oui, bien sûr. N'oublions pas quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sur les premières, là je viens d'ouvrir à Brest, par exemple, un kilo shop sur un emplacement numéro 1. Les 90 jours, je ne les ai pas trop eus en fait. Et puis après, il y a les notions de franchise de loyer, etc. Moi, je pense que pour l'obtention du financement, il faut être un petit peu malin. Peut-être il faut mettre aussi, parce que j'imagine que vos franchisés vont aller voir plusieurs banques ou un courtier. Bon, après ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais selon les cas, il faut peut-être être un petit peu plus machiavélique, je dirais, et dire peut-être c'est mettre une clause suspensive de refus d'emprunt bancaire sur une banque ou plusieurs banques, parce qu'on peut aussi, avec certains dispositifs, monter sur plusieurs banques en même temps. Peut-être se réserver le droit, si on est sur un local, mais par exemple sur un nouveau centre commercial, on a l'emplacement qui est bien, mais peut-être pas le top du top, et on voulait l'angle à côté, ben de l'écrire aussi en disant OK, moi je veux bien mettre une clause suspensive d'obtention de financement sur ce local-là, mais si le local d'à côté en angle, je peux le récupérer, ça me va aussi. Voilà, il y a tout un, je pense qu'il y a tout un schéma à appréhender et à qualifier par rapport à votre candidat. Si votre candidat il a un apport plantureux, bon, on a peut-être moins de sujets. S'il a un apport qui est peut-être un petit peu plus juste ou qui fait appel à des dispositifs comme Monte ta franchise ou autre, peut-être là, il faut le faire différemment. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, en fait. Oui, j'ai envie de dire que le maître mot, pour reprendre ce que disait Manuela en début d'intervention, c'est le fil rouge, c'est l'écoute, c'est comprendre les besoins de votre candidat. Et le rédacteur d'acte va devoir, et c'est le rôle du rédacteur, tenir compte des besoins de votre candidat franchisé. Et comme vient de le dire Emmanuel,
si celui-ci a des projets sur le local d'à côté, eh bien ça, c'est possible de le traduire dans l'acte. Et donc, le rôle des différentes personnes que vous avez en face de vous, c'est de vous accompagner à identifier les besoins du candidat franchisé. Et c'est ça l'accompagnement. Un bon accompagnement, c'est surtout accompagner, identifier ses besoins et les traduire comme il se doit dans le cadre de la recherche des franchisés, dans le cadre de la recherche du remplacement et dans le cadre de la rédaction du contrat. Alors oui, là on a une remarque de Monsieur Verdier. Oui, toutes les banques ont des pôles bancaires. Après, on est censé faire un référencement bancaire de chaque enseigne, enfin vous en tout cas, franchiseur, ce qui facilite la vie, sauf que en réalité, on voit bien que la transmission entre le pôle franchise, qui est en général une petite unité, hein, ils sont peu nombreux, n'a pas fait le lien avec les agences et qu'il faut revoir le dossier, quoi. Donc, les deals passés au national avec les banques, en fait, pour moi, c'est une forme de no deal, si vous voulez. C'est pas une certitude absolue. C'est plus dans la façon dont on va avoir présenté, enfin, le porteur de projet va présenter son dossier, la façon dont on a négocié. Il regarde beaucoup maintenant, hein. Il regarde le taux d'effort, ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur locative, parce que il regarde un certain nombre d'items. Certains banquiers se déplacent même pour aller voir les emplacements. Donc, c'est plutôt dans notre façon d'appréhender et d'accompagner le candidat que réellement les pôles franchises, de mon point de vue. Après, il y a les courtiers. Les courtiers sont plutôt efficaces parce que eux, ils vont chercher la banque dont ils savent qu'il va financer ce type de réseau ou de secteur d'activité, etc. Voilà. Notre partenaire pré-pro travaille de cette façon-là et pourrait répondre à vos questions. Par rapport à la question de Pierre Smith, il y a quelque chose qui me vient en tête. Tout chèque, virement, etc. du bailleur avant qu'il ait eu ses emprunts. Parce que certains bailleurs vous demandent un chèque en disant non, non, mais je le garde, c'est juste pour bloquer, etc. Et il a pu arriver dans le passé que ces chèques soient débités, donc c'est hors de question. Il n'y a aucun paiement de quelque forme que ce soit avant d'avoir eu les emprunts bancaires. Ok. Question, non? On va pouvoir, de toute façon, il est l'heure, il est 11h59, parce qu'on avait prévu une heure. Bien, écoutez, il nous reste à remercier Manuela, Stéphane, et puis à vous remercier tous. Et puis à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.